Fred Trump, le père de Donald Trump et son influence sur lui. Nous sommes le 25 juin 1989. Au centre médical de Long Island, l'un des plus riches magnats de l'immobilier de New York décède à l'âge de 93 ans. Quelques heures plus tard, ses enfants examinent les détails de son testament et l'énorme portefeuille immobilier qui sera partagé entre eux. Cependant, dans les semaines qui suivent, des disputes éclatent. Les enfants du fils aîné du magnat ont été exclus du testament. Un an plus tard, les deux petits-enfants, affirmant que le testament de leur grand-père a été modifié sous une influence abusive, poursuivent en justice leur tante et leurs deux oncles, Marianne Trump, Robert Trump et Donald Trump. Ainsi commence le conflit sur la succession du défunt et le dernier chapitre de la saga de la dynastie et de l'empire commercial Trump qu'il a fondé. Le nom de cet homme, Fred Trump, le père de Donald Trump. L'homme connu dans l'histoire sous le nom de Fred Trump est né le 11 octobre 1905 dans le Bronx, à New York. Son nom complet de baptême était Frederick Chris Trump. Une histoire ultérieure prétendant qu'il est né dans le New Jersey est inexacte. Son père, Frederick Trump, était un Allemand de la région de Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Le père de Frederick, donc le grand-père de Fred, était mort d'emphysème quand il était enfant, et Frederick avait dû travailler très jeune pour subvenir aux besoins de sa famille. C'était une époque où l'unification allemande venait de se produire en 1871, et le pays connaissait à la fois une nouvelle croissance économique grâce à la seconde révolution industrielle et une immigration massive due à la pression démographique en Europe. Frederick Trump a rejoint l'exode vers les Amériques en 1885, à seulement 16 ans. Son dossier d'immigration à son arrivée à New York indique son nom de famille comme Trump, avec un F à la fin. Frederick a d'abord vécu et travaillé à Manhattan. Puis, en 1891, il est parti vers l'ouest, s'installant à Seattle dans le nouvel État de Washington, avant de déménager dans la ville de Monte Cristo. Il y a géré des restaurants et d'autres établissements, gagnant beaucoup d'argent dans les années 1890. La ruée vers l'or du Klondike attirait alors un afflux de chercheurs d'or dans la région du Yukon au Canada, juste au nord de l'État de Washington. De nombreux prospecteurs venaient de Californie, traversaient Washington pour se rendre au Canada, créant une forte demande pour les services d'accueil que Trump fournissait. À la fin de la décennie, il s'était installé en Colombie-Britannique, plus près du fleuve Yukon, l'épicentre de la ruée vers l'or. Frederick a bien cherché un peu d'or, mais le moyen le plus sûr de gagner de l'argent pendant une ruée vers l'or est de fournir des services d'accueil et de vendre des pioches, des pelles et des tamis. C'est ainsi que Trump a fait la plus grande partie de sa fortune durant ces années. Ce fut le début de la richesse de la famille Trump. Avec cet argent, Frederick est retourné en Allemagne en 1901 et s'est rapidement marié. Lui et sa nouvelle épouse ont envisagé de vivre en Allemagne. Mais finalement, lorsque les autorités bavaroises ont déterminé qu'il avait émigré aux États-Unis en 1805 pour éviter le service militaire obligatoire et ont commencé à lui créer des problèmes juridiques, ils ont décidé de retourner à New York. C'est là que Fred est né en 1905. La femme que Frederick avait épousée en 1902 était Elizabeth Christ. Elle avait 11 ans de moins que son mari, et l'une des raisons de leur hésitation à s'installer définitivement en Amérique était sa réticence à quitter sa famille en Allemagne. Mais face au gouvernement bavarois, qui menaçait de retirer à son mari sa citoyenneté allemande, ils n'eurent guère d'autre choix que de partir pour New York. Leur premier enfant, une fille nommée Elizabeth comme sa mère, y naquit en avril 1904. Fred fut leur deuxième enfant, suivi d'un troisième, un garçon nommé John, en 1907. L'enfance de Fred n'était pas typique pour un enfant d'immigrants européens à New York à cette époque. Alors que la plupart des familles immigrées vivaient dans des immeubles surpeuplés et insalubres, les tenements, et joignaient à peine les deux bouts, les Trump étaient relativement aisés. Vers 1907, la famille a déménagé dans un nouveau quartier résidentiel du sud du Bronx, où chaque famille avait sa propre salle de bain et sa glacière. Le complexe offrait une belle vue et le personnel de l'immeuble livrait même le combustible pour le chauffage.
C'était un niveau de vie de classe moyenne pour l'époque. Le père de Fred a travaillé un temps comme barbier, un métier qu'il avait appris en Allemagne, mais il a vite changé de voie. Il a utilisé ses économies de la ruée vers l'or pour acheter des biens immobiliers dans le quartier du Queens. C'était une décision astucieuse. Le Queens était peu peuplé, mais la construction du pont de Queensboro en 1909 a changé la donne, provoquant un afflux massif de New-Yorkais. Frederick était alors devenu un petit propriétaire et ses enfants grandissaient en parlant allemand dans un quartier en pleine transformation. Un certain mythe entoure les premières années de Fred. Il a plus tard prétendu avoir commencé à travailler dès l'âge de 8 ou 9 ans, mais rien ne le confirme. Ce qui est sûr, c'est que la Première Guerre mondiale, et surtout l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, a rendu leur vie plus difficile en raison du sentiment anti-allemand. Les Trump sont restés discrets. Le père de Fred espérait que la guerre se terminerait vite pour pouvoir continuer à développer son petit empire immobilier. Il ne verra jamais la fin de la guerre. La pandémie de grippe qui a frappé le monde en 1918, connue à tort sous le nom de grippe espagnole, semble avoir pris naissance dans le Midwest américain. En mai 1918, Frederick Trump fut l'une de ses victimes. Bien qu'on ne puisse le confirmer avec certitude, les preuves indirectes sont fortes. Un homme de 48 ans en bonne santé est tombé malade et est décédé le 30 mai d'une grave infection respiratoire. La famille n'était pas pour autant ruinée. Elizabeth Trump, aidée de ses enfants, a continué à gérer l'entreprise immobilière après la guerre. Le jeune Fred a poursuivi ses études et a obtenu son diplôme en 1923. Ce fut la fin de son éducation formelle. Bien que l'héritage de son père leur ait donné un avantage financier, une forte inflation au début des années 1920 a réduit la valeur de cette fortune. Fred et ses frères et sœurs savaient qu'ils devaient bien gérer ce qu'ils avaient. C'est Fred qui a pris la direction de l'entreprise familiale, tandis que son frère John poursuivait des études supérieures pour devenir ingénieur et inventeur. Dès sa sortie de l'école en 1923, Fred a travaillé comme ouvrier du bâtiment pour apprendre le métier depuis la base. Il a été manœuvre puis charpentier, tout en étudiant les aspects techniques de la construction. Tout cela visait à développer l'entreprise familiale. Il construisait à temps partiel des maisons sur les terrains que son père avait achetés. En 1925, il avait déjà construit 3 petites maisons fonctionnelles dans le Queens. Sa mère dirigeait officiellement l'entreprise, appelée Elizabeth Trump & Son, car Fred n'avait pas encore 21 ans, l'âge légal pour gérer l'héritage. C'est elle qui signait les chèques, mais c'est Fred qui gérait les opérations au quotidien. Trouver des financements était difficile. À Manhattan, c'était la course à la construction de gratte-ciel, et les banquiers n'étaient pas très intéressés par un jeune constructeur de 20 ans dans le Queens. Fred devait donc vendre une maison terminée pour financer la construction de la suivante. Avec le temps, il a pu construire plusieurs maisons à la fois. En 1926, il en avait déjà terminé 19. Et dans les années qui suivirent, des pâtés de maisons entiers portèrent sa marque. C'étaient des maisons solides, destinées à de jeunes couples en pleine ascension sociale. Elles n'étaient pas luxueuses, mais fonctionnelles, et Fred était fier de son travail. À la fin des années 1920, il réussissait très bien. Un épisode de la vie de Fred Trump à cette époque a suscité une controverse considérable. Une édition de juin 1927 du New York Times rapportait que Fred Trump venait d'être arrêté lors d'une intervention policière contre un rassemblement du Ku Klux Klan dans le Queens. L'arrestation a eu lieu lors d'un affrontement entre un millier de membres du KKK, plusieurs centaines de chemises noires, fascistes, des immigrés italiens imitant les partisans de Mussolini et la police. En plus de viser les Afro-Américains, le KKK de l'époque était hostile aux communautés d'immigrants catholiques comme les Italiens. On ne sait pas avec certitude si Fred Trump a été arrêté parce qu'il était un membre du KKK participant à la violence ou s'il se trouvait simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'a pas été poursuivi après son arrestation et qu'il n'existe aucune autre preuve de son appartenance au KKK. La plus grande épreuve de sa jeunesse ne fut pas cette arrestation,
mais le crash de Wall Street d'octobre 1929, qui a déclenché la Grande Dépression. La construction s'est pratiquement arrêtée. Pour donner une idée de la crise, l'Empire State Building, achevé en 1931, est resté en grande partie vide pendant des années. L'entreprise de Fred ne pouvait pas survivre dans un tel environnement. Il s'est alors diversifié dans l'épicerie, ouvrant l'un des premiers supermarchés modernes du Queens, où les clients prenaient eux-mêmes les articles sur les étagères. Cela lui a permis de traverser les années les plus difficiles. Deux événements en 1934 ont changé la fortune de Fred Trump et ont mis la famille sur la voie d'une immense richesse. Premièrement, l'élection de Franklin Roosevelt en 1932 et son programme du New Deal ont relancé l'économie. Un élément clé était la loi nationale sur le logement de 1934, qui créa l'administration fédérale du logement, FHA, pour financer la construction de maisons et les prêts immobiliers. Fred Trump a immédiatement profité de ces mécanismes pour construire des maisons modestes à grande échelle. Deuxièmement, la même année, il a racheté à bas prix le portefeuille de prêts hypothécaires d'une société de Brooklyn en faillite. Cette acquisition, combinée au programme du New Deal, a assuré sa prospérité. À la fin des années 1930, il était en passe de devenir l'un des principaux magnats de l'immobilier de New York, sa réussite reposant largement sur les aides gouvernementales. C'est aussi à cette période qu'il a fondé une famille. Il a rencontré Mary Ann MacLeod, une immigrée écossaise arrivée en 1930. Après une courte romance, ils se sont mariés en janvier 1936. Ils ont eu 5 enfants. Marianne, 1937, Fred 38, Elizabeth, 1942, Donald, 1946 et Robert, 1948. Fred était un père strict et autoritaire. Il ne buvait jamais d'alcool et était un luthérien pratiquant. C'était un personnage austère et conservateur, entièrement dévoué à son travail, à l'argent et à sa famille, sur laquelle il exerçait un contrôle strict. À la fin des années 1930, les affaires de Fred Trump étaient florissantes. Un journal de l'époque l'a surnommé le Henry Ford du marché du logement abordable à New York. L'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale en 1941 a de nouveau transformé son entreprise. Pour faire face à l'héritage allemand de sa famille, il a prétendu que ses parents étaient suédois. Sur le plan commercial, la guerre fut une aubaine. Le gouvernement, via la FHA, a financé la construction de logements pour le personnel militaire. Fred Trump s'est lancé dans la construction d'appartements pour l'armée, principalement à Norfolk en Virginie, où se trouve la plus grande base navale du monde. Le bonus, le gouvernement a permis aux constructeurs de conserver la propriété de ces logements après la guerre. L'empire immobilier de Trump s'est ainsi considérablement développé grâce aux financements fédéraux. Fred a aussi contribué à la société, comme les barons voleurs du siècle précédent, Rockefeller, Carnegie, qui investissaient dans la philanthropie. Fred et Mary ont fait d'importants dons à des hôpitaux et à des œuvres de charité. Il a notamment fait don d'un grand bâtiment à une organisation pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale. Mais sa contribution la plus notable fut son soutien aux causes juives, notamment par l'achat d'obligations de l'État d'Israël et son soutien à des politiciens juifs new-yorkais. Après la guerre, en 1945, le gouvernement a réorienté les financements vers la construction de logements abordables pour les anciens combattants. Fred Trump fut une fois de plus un grand bénéficiaire de ces aides. Il s'est de nouveau concentré sur New York, développant des projets à Brooklyn. Le travail était intense, 7 jours sur 7, et il fallait faire face à des pénuries de matériaux. Mais la demande était forte. L'éthique du New Deal a perduré et Fred a continué à recevoir des millions de dollars de la FHA pour construire non seulement des immeubles, mais des quartiers planifiés entiers avec des magasins et des services. Il entretenait soigneusement ses relations avec les responsables de la FHA. À la fin des années 1950, il était immensément riche, possédant des milliers de logements qui lui rapportaient des millions de dollars de loyer chaque année. Le succès de Fred Trump n'était pas dû à la chance. Il a capitalisé sur une tendance socio-économique majeure, l'expansion de la classe moyenne américaine qui cherchait de meilleurs logements que les anciens tenements.
Il a construit des immeubles d'appartements bon marché, mais confortables, dans des quartiers comme le Queens et Brooklyn. C'était la clé de son succès. Une idée simple et efficace, répétée encore et encore, comme Henry Ford avec sa voiture Model T. C'est ainsi que se construisent les grandes fortunes en Amérique. Cependant, comme Henry Ford, qui était un antisémite notoire, Fred Trump était aussi une figure controversée. Dans les années 1950, il s'était forgé la réputation d'être un propriétaire difficile, cherchant à maximiser ses profits. Woody Guthrie, un célèbre chanteur folk, a vécu dans l'un de ses complexes et a écrit une chanson intitulée Old Man Trump, qui critiquait la ségrégation raciale pratiquée par son propriétaire. Bien que la discrimination fût répandue à l'époque et même encouragée par certains programmes gouvernementaux, beaucoup ont soutenu que les politiques de Fred Trump envers ses locataires afro-américains étaient particulièrement discriminatoires. Vers la fin des années 1960, Fred, alors âgé de 65 ans, a commencé à planifier la transmission de son entreprise, la Trump Organization. Il était supposé que l'un de ses fils prendrait la relève. Son fils aîné, Freddie, a d'abord travaillé dans l'entreprise, mais la relation avec son père s'est détériorée. Freddie a quitté l'entreprise pour devenir pilote de ligne, mais a sombré dans l'alcoolisme, une tragédie que sa fille Mary attribuera plus tard aux dynamiques familiales toxiques. C'est alors que Fred a commencé à préparer son deuxième fils, Donald, à prendre la relève. Donald a rejoint l'entreprise en 1968 et en est devenu le président en 1971. Fred est cependant resté aux commandes de son empire. Il aurait appris à Donald à être un tueur impitoyable en affaires. Plusieurs études suggèrent que Donald a également hérité des attitudes de son père en matière de gestion locative. Dans les années 1970, la Trump Organization a fait face à des poursuites judiciaires du ministère de la Justice pour discrimination raciale présumée, ainsi qu'à des plaintes de locataires concernant le délabrement de certains immeubles. Mais Donald était différent de son père. Alors que Fred était discret, Donald cherchait la célébrité. Il a décidé de se lancer sur le marché très concurrentiel de Manhattan, ce que son père avait toujours évité. À la fin des années 1970, il a acquis un site sur la 5e avenue pour y construire ce qui allait devenir la Trump Tower. Achevée en 1983, la tour fut un succès retentissant, en partie grâce à la reprise économique et à l'énorme publicité que Donald avait générée. Pendant ce temps, la situation de Freddie, le frère aîné, s'aggravait. Son alcoolisme s'est intensifié, son mariage s'est effondré et il est décédé d'une crise cardiaque liée à l'alcool en 1981, à seulement 42 ans. Il laissait derrière lui 2 enfants, Fred Twor et Mary, dont la place dans l'héritage familial deviendrait plus tard un problème majeur. Donald a souvent dit que le sort de son frère l'avait convaincu de ne jamais boire d'alcool. Impressionné par le succès de la Trump Tower, Fred a commencé à financer plus généreusement les projets de Donald. Il est difficile de savoir exactement combien d'argent a été transféré, mais il est clair que les prêts et garanties se comptaient en dizaines de millions de dollars, bien au-delà du petit prêt d'1 million de dollars que Donald a souvent mentionné. Donald s'est endetté massivement pour acheter des hôtels et des casinos à Atlantic City. La bulle économique des années 1980 a éclaté avec le krach boursier d'octobre 1987. Le marché immobilier de Manhattan s'est effondré, laissant Donald avec d'énormes dettes. Au début des années 1990, alors que l'économie entrait en récession, les casinos de Donald périclitaient. Fred est intervenu pour le sauver. Dans une opération astucieuse, il a envoyé un avocat acheter pour 3,5 millions de dollars de jetons dans l'un des casinos de Donald, lui fournissant ainsi l'argent liquide nécessaire pour payer ses dettes sans que cela soit considéré comme un don imposable. La manœuvre était légale, mais a valu à Donald une amende de la part de la commission des jeux. Alors que la situation financière de Donald se dégradait, la santé de Fred déclinait. En 1991, on lui a diagnostiqué une forme légère de démence, qui s'est aggravée avec le temps. Lors du deuxième mariage de Donald en 1993, Fred, son témoin, a dû se faire rappeler pourquoi il était là. Il était cependant assez lucide pour voir Donald se diriger vers la faillite.
ce qui arriva avec ses casinos et le célèbre Plaza Hotel. Dans ces dernières années, Fred oubliait souvent l'identité des membres de sa propre famille. Il est décédé d'une pneumonie le 25 juin 1949 à 93 ans. La mort de Fred Trump n'a pas mis fin à l'histoire. Des tensions existaient depuis des années au sein de la famille concernant sa fortune. Fred avait prévu de partager son héritage entre tous ses enfants et petits-enfants, mais un ajout controversé à son testament a considérablement réduit la part destinée aux enfants Freddie, Fred III et Mary. Un procès a suivi, fondé sur la question de savoir si Fred, atteint de démence, est en état de prendre une telle décision. Un accord a finalement été trouvé, mais Fred III et Mary soutiennent avoir été déshérités par Donald qui aurait exploité l'état de faiblesse de leur grand-père. L'immense patrimoine immobilier de Fred, sous-évalué pour éviter les impôts sur la succession, a été transmis à ses enfants. Vendu quelques années plus tard à des prix bien plus élevés, il a fourni à Donald les fonds nécessaires pour se sortir de ses difficultés financières. Fred Trump était un homme discret qui a bâti un empire. Le monde ne s'est vraiment intéressé à lui que récemment, en cherchant à comprendre les origines de son fils Donald. Des enquêtes ont révélé des épisodes comme son arrestation lors du rassemblement du KKK. Sans le succès initial de Fred, financé en grande partie par le gouvernement américain, nous n'aurions probablement jamais entendu parler de Donald Trump. C'est une histoire commune aux grandes dynasties américaines, comme les Kennedy ou les Bush,